Voilà, juste, voilà, juste avant, on a enregistré, on enregistre, hein, comme toutes les réunions de débat public. Elles feront lieu d'une transcription intégrale sur le site du débat. Donc, Denis Cuvillier, le déroulé est en partage. On peut commencer. Mon micro. Si, c'est bon, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, Denis. Bon, parce que j'essayais d'activer mon micro, mais on me disait non, mais vous n'avez pas le droit d'activer votre micro vous-même, il faut qu'on vous donne l'autorisation. Donc voilà. Donc je vais vous parler des grands temps du débat tels qu'un membre d'une CPDP, de la CPDP, a pu les vivre. Donc il y a à la fois un côté factuel et puis il y a aussi un peu le ressenti. Donc on va commencer par revenir sur le calendrier du débat, slide suivante, la saisine. Donc la saisine est du 3 février 2021. Et ensuite, il y a eu une période de février à septembre de préparation du débat, au cours de laquelle on a fait plusieurs choses. La première, Francis a monté son équipe. Donc, il a regroupé autour de lui 4 personnes, plus le secrétariat général, 4 membres, tous indépendants, je le reprécise. Moi-même, oui, j'habite Lyon, je ne suis pas du tout de l'ouest de la France. Je n'ai jamais travaillé ni de près ni de loin dans l'éolien ou dans l'électricité. En revanche, j'avais une expérience des débats publics en tant qu'ancien maître d'ouvrage. Après la construction de cette équipe CPDP, il y a eu une phase qu'on pourrait appeler de prise de connaissance du terrain, qu'on pourrait appeler aussi étude de contexte. Cette phase, elle a duré de février à juin 2021, où nous avons rencontré près de 70 personnes ou organismes. La plupart du temps, Covid oblige, ça s'est fait en distanciel. Nous avons rencontré des élus, des services d'État, des collectivités, des associations, notamment environnementales, et puis des professionnels, au premier rang desquels les pêcheurs et le port de La Rochelle. Et dès ce moment-là, on a pris conscience que le débat allait être tendu. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. En l'été 2021, juillet-août, ça a été ce qu'on pourrait appeler l'avant-débat. Et on y reviendra tout à l'heure également. Et puis, de septembre à février. Alors, un petit retour sur le projet, donc, très rapidement, un parc pouvant avoir une taille de 500 MW à 1 gigawatt, des éoliennes entre 35 et 70 selon la puissance de 260 mètres de haut. Le débat portait sur la recherche d'une localisation, la mise en service annoncée autour de 2030, et puis un budget compris entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros. Et le débat posait la question également d'un second parc de 1 gigawatt de puissance, donc autant que le premier parc. Donc la slide suivante, l'avant-débat, donc essentiellement en juillet-août. C'est tout ce qui a été fait avant l'ouverture officielle du débat. Donc nous avons fait des débats mobiles en déplaçant un stand de plage en plage pour rencontrer une population estivale qui n'est plus sur place au moment du débat lui-même, en automne et en hiver. Et puis, c'est un moyen pour la commission d'avoir une première idée des questions que le public se posait. Lorsqu'on peut dire de ce pré-débat, c'est que c'était un succès d'affluence. Les adultes qui ne venaient pas forcément sur les plages pour écouter parler d'un débat public, eh bien, ils suivaient volontiers leurs enfants qui, eux, avaient repéré la maquette de RTE avec des petites éoliennes en relief, etc., et qui tiraient leurs parents pour voir de quoi ça parlait. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que le projet, globalement, n'était pas connu, tout autant d'ailleurs que le principe d'un débat public. Peu de public connaissaient un débat public, comment il fonctionnait, ce à quoi il servait. Et puis après cet avant-débat, donc, c'était le baptême du feu, avec la slide suivante, et l'ouverture du débat. Alors, dès la première réunion, à Saint-Georges-d'Oléron, on a tout de suite compris que le débat n'allait pas être ce à quoi on s'imaginait. Nous avions préparé une animation, des tables rondes, un jeu de questions-réponses, et tout de suite, ça a été le tollé. J'en dis non, non, ce n'est pas vous qui allez nous dire comment on va animer cette réunion, c'est nous qui allons vous poser nos questions. Donc, à cette réunion, mais également aux réunions suivantes, il est apparu que le consensus sur le projet historique avait disparu. Et sur la forme, on peut dire même qu'il avait volé en éclats.
et qui avait un rejet unanime de la zone soumise au débat, le monde de la pêche en premier lieu, mais également toutes les zones à caractère environnemental qui dénonçaient les impacts environnementaux à leurs yeux insupportables que constituait la présence d'une zone Natura 2000, d'un parc naturel marin et des couloirs de migration des oiseaux. L'État en a pris conscience tout autant que la Commission et il a réagi rapidement en proposant un élargissement de la zone du débat, en la portant de 300 km² à 750 km², en tenant compte de tout ce qu'il avait entendu et notamment des remarques du comité départemental de la pêche. Mais pas que. Alors, pour sortir de cette situation de blocage, la Commission a testé différents modes de travail avec les publics pour essayer quand même d'avancer. Et parmi ces modes de travail, il y a notamment la recherche de scénarios alternatifs. Et donc, il y a eu plusieurs séances de travail, notamment une fondatrice, et puis ça a été partagé au cours d'autres réunions, où ont été construits 5 scénarios au total, depuis un scénario zéro, pas de parc du tout, jusqu'à un scénario où le parc était très éloigné de la localisation initiale, un parc loin en mer. Alors, le problème qui s'est posé à la Commission, c'est de dire est-ce que c'est crédible, ces scénarios sur lesquels les publics ont travaillé? Est-ce qu'il peut y avoir un avenir? Donc, sur proposition de la CPDP, la CNDP a validé le principe de réaliser une expertise complémentaire pour savoir si on était dans le monde de l'utopie avec les scénarios qui avaient été construits ou s'ils pouvaient être réalisables. La réponse est que oui, ils sont réalisables. Évidemment, ils coûtent plus cher puisque dans un monde de plus grande profondeur, ce sont des alternatives techniques qui sont soit des éoliens posés à grande profondeur, soit carrément de l'éolien flottant. Ce qui a été mis en évidence aussi, c'est que ce surcoût, il pouvait être compensé par une acceptation sociale du principe du parc. C'était la première fois où on commençait à avoir une ouverture pour commencer à parler réellement d'un projet de parc au large de l'Oléron. Et puis là, c'est la commission, slide suivante, a essayé d'élargir les publics et explorer des modes de fonctionnement différents des modes traditionnels des débats. Les modes traditionnels sont les réunions publiques, les réunions de proximité, les ateliers thématiques. Donc, la commission a expérimenté des modes nouveaux, fortement tournés vers un public plus jeune. Donc, on a testé des jeux plateaux, on a testé des ateliers, on a testé un premier atelier de travail jeu plateau à l'Université de La Rochelle. On a vu que les étudiants avaient fortement plébiscité ce jeu plateau, donc on l'a développé dans d'autres ateliers, des jeux de vidéo, du théâtre forum. Donc tout ça a bien fonctionné, avec quand même, je viendrai sur YouTube après, avec quand même un premier retour d'expérience, c'est que le développement de ces outils innovants, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de bénéficier de compétences et d'expertise assez nouvelles, assez différentes de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et que si effectivement ces outils ont été un indéniable succès, ce qui a été vécu au cours de ce débat, ça mériterait d'être capitalisé pour les débats à venir. Et ça mériterait un retour d'expérience formalisé. Slide suivant. Donc là, oui, hein, une mention spéciale sur les vidéos de médiation YouTube. 500 000 visionnages. Là, on atteint des échelles énormes en matière de public qui s'intéresse au projet. Et dans ces 493 780, il y en a une, c'est ma fille, qui est étudiante, qui a 22 ans, qui prêtait une oreille distraite à tout ce que je racontais au sujet du débat public dont je m'occupais, et qui un jour m'a dit « Ah, mais ton débat public, ce n'est pas ce dont parle le youtubeur Hugo Décrypte dans ses chroniques ?» Ben, je lui ai dit « Oui, c'est ça. » Et d'un seul coup, pour elle, c'est devenu concret. Slide suivante. Le festival. Le festival de La Rochelle, ça a été indéniablement le point d'orgue et le point fort du débat. L'idée, c'était de questionner tous les sujets du débat qui pouvaient être abordés dans le cadre du débat
en les massifiant dans une unité de temps et de lieu. Donc 2 jours bien remplis, hein, parce qu'elle allait de 10h à 22h, et en un seul endroit, l'espace Encan à La Rochelle. Il y a eu énormément de choses de faites, des tables rondes, des auditions publiques, notamment les acteurs étaient invités à venir présenter et défendre leurs cahiers, beaucoup de stands, des maîtres d'ouvrage bien sûr, des associations locales, associations environnementales, des ateliers ludiques, des ateliers sérieux. Et puis, moi, ce qui m'avait bien fortement impressionné, c'est le débat qui était mis en scène dans le cadre du théâtre des générations futures. Ça a été manifestement un très grand centre d'intérêt. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. S'il y a des questions, Francis, on les verra peut-être en fin de présentation. Plutôt, oui. Mais il est vrai que aussi les publics participants peuvent utiliser la bande de conversation dans le Zoom, qui est gérée ici par le secrétaire général et qui pourra relayer des questions. Alors, la deuxième partie de cette présentation, là, en trois séquences, c'est Anaïs Lefranc-Morin qui la prend en charge. Alors, Anaïs est-elle parmi nous? A priori, oui. Oui, c'est moi. Sachant que quand même, il y aura un petit insert de Denis pour la pêche et le raccordement, mais en tout cas, je vais commencer. Bien évidemment, là, ce qu'on va vous présenter, ça n'est pas, on va dire, une restitution exhaustive, précise, nuancée de tout ce qui a pu être partagé au cours de ces 5 mois de débat. Je vais simplement évoquer quelques éléments un petit peu structurants de ce qu'ont été les débats. Mais voilà, comme on sait que la plupart d'entre vous avaient participé à un certain nombre de séquences et surtout parce qu'on a pu, dans le compte-rendu, détailler en fait l'ensemble des lignes de débat qui avaient été présente au fil de ces 5 mois de débat. Voilà, on ne cherche pas ici à restituer toute cette richesse, mais simplement à donner quelques éléments clés et surtout vous donner envie de lire le rapport, puisque c'est aussi l'objectif, si vous ne l'avez pas encore lu. On a fait en sorte de produire un document qui est quand même relativement synthétique, même si voilà, il rentre plus dans le détail que ce qu'on va vous présenter là. Mais on a vraiment cherché à produire un document qui ne soit pas trop long, qui soit digeste, on va dire. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à le lire. Donc pour commencer peut-être, tout d'abord, je vais aborder la question du mix énergétique en 2050, puisque en fait, la raison d'être du projet telle qu'elle a été portée par l'État, c'est vraiment de s'inscrire dans un objectif de transition énergétique vers un mix énergétique moins carboné, avec comme finalité la lutte contre le changement climatique. Mais finalement, ce qu'on a vu, c'est que dès le pré-débat, et plus encore lors des premières réunions, Denis l'a un petit peu évoqué, la contribution réelle du projet à la décarbonation du mix énergétique français à 2050 a été interrogée. Alors peut-être préciser que les enjeux climatiques eux-mêmes n'ont pas fait l'objet de débats. Finalement, il y avait un quasi-consensus sur l'importance de l'enjeu, son urgence, etc. Et le fait qu'il y avait un enjeu aussi en termes de transition énergétique. Ce qui finalement a fait davantage l'objet de controverses, c'était la pertinence de l'éolien marin comme solution pour voilà, décarboner ce mix énergétique. Et ça a vraiment été une des questions fil rouge du débat et surtout des interrogations sur l'opportunité du projet, donc à la fois dans les réunions publiques, mais aussi sur notamment le site de questions-réponses sur lequel il y a eu pas mal de choses là-dessus. Et on en a aussi beaucoup parlé lors du festival. Une spécificité peut-être aussi de ce débat, c'est qu'on a eu des événements qui ont un petit peu relancé les discussions à plusieurs moments. Donc, je pense notamment à la publication des scénarios énergétiques de RTE, de l'ADEME et de Négawatt à 2050, qui sont à peu près arrivés en même temps. Et aussi des évolutions du contexte national et international avec les annonces présidentielles sur le mix énergétique
d'abord, et en toute fin de débat, la guerre en Ukraine qui a apporté encore des nouveaux éléments finalement de discussion, des nouveaux éclairages, même si voilà, le débat s'inscrit vraiment au début. Donc, la fin du débat est intervenue assez tôt dans le conflit, donc c'est un point qui n'a pas pu être beaucoup approfondi, mais on a vu que ça a suscité des nouvelles questions, des nouvelles réactions. Et surtout, peut-être ce qu'on peut noter, c'est que ce sujet du mix énergétique, c'est vraiment celui qui a créé le pont entre des débats plutôt locaux sur le projet lui-même, qui est inscrit dans un territoire donné, qui est inscrit aussi dans une temporalité assez courte, hein, puisqu'on est sur un projet à 2028-2030. Alors que voilà, cette question du mix énergétique, on le voit ramener aussi à la question du niveau national et du long terme. Et donc, finalement, c'était vraiment voilà, un sujet qui a nécessité plusieurs échelles spatiales et temporelles de réflexion. Sujet suivant qui a été alors peut-être un des gros sujets de ce débat, on l'a vu très vite hein, dès le pré-débat là aussi, c'est la question de l'environnement. Donc, puisqu'en fait, très rapidement, de très nombreux acteurs ont mis en avant l'exceptionnel environnement en fait, naturel dans lequel il était proposé d'installer le projet de parc éolien et sa reconnaissance par à plusieurs titres et avec plusieurs aires protégées dans la zone, donc notamment un parc naturel marin et des zones Natura 2000. Et cette question finalement de l'environnement et de l'impact du projet sur l'environnement a vraiment été jugée comme cruciale pour juger de l'opportunité du parc et de ses caractéristiques. Donc, on a organisé, voilà, on a vu assez rapidement que c'était un gros sujet et qui nécessitait aussi des discussions approfondies. On a organisé 3 réunions thématiques dédiées d'une petite journée ou une demi-journée qui ont fortement mobilisé. On peut citer les associations environnementales qui ont été très présentes, mais aussi les représentants des pêcheurs qui ont été présents à toutes ces réunions, ainsi bien sûr que des habitants ou d'autres acteurs. Et c'est aussi un sujet qui a été au cœur du festival. Donc, tout au long de ces réunions, l'État a été assez vivement interpellé sur la question de la prise en compte des enjeux de biodiversité au même niveau que les enjeux climatiques. Avec voilà, beaucoup d'interrogations sur les impacts potentiels de l'éolien sur les écosystèmes qui étaient à la fois jugés finalement mal connus, mal voilà, évalués et potentiellement désastreux. Donc, il y a eu beaucoup d'interpellations, de débats sur ce sujet, sachant qu'il y avait quand même des positions assez diverses. Hein. Pour certains, éviter les impacts devait conduire à abandonner le projet. Pour d'autres, il s'agissait plutôt de faire preuve d'une grande prudence, à la fois dans le choix de la localisation du parc et de ses caractéristiques. Mais j'en dis pas plus parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, ce qu'on ne va pas faire, même si on pourra poursuivre l'échange tout à l'heure. Je laisse la parole à Denis pour la suite. Alors, Denis, on t'a donné la réactivation. Si tu... OK. Voilà. La pêche. Donc, la pêche, j'en ai parlé tout à l'heure. La pêche, ça a été le sujet le plus difficile dans le cadre de ce débat et ça le reste. Il y a eu un front uni des pêcheurs pour refuser tout principe d'un parc au large de l'Héran, avec cependant 2 positions un peu différentes entre le comité régional des pêches qui lui dit on ne peut même pas discuter de ce sujet, c'est presque un préalable, et puis un comité départemental qui, lui, a accepté de rentrer dans le jeu des scénarios tout en disant c'est le scénario 0 que nous défendons, mais sans, à nos yeux, fermer complètement la porte sur la suite. Nous avons pris ce sujet très à cœur au niveau de la commission et nous avons organisé 3 réunions spécifiques avec les pêcheurs, avec les représentants des pêcheurs. Seules les 2 premières réunions ont eu lieu, elles se sont tenues, un retour d'expérience sur les parcs éoliens ailleurs qu'en France, notamment en Angleterre, aux Pays-Bas et en Belgique.
Le deuxième, ça a été un certain nombre de questions posées par l'association de pêcheurs sur la sécurité et la pêche dans les parcs. Mais la troisième réunion qui devait parler de localisation du parc, compte tenu du contexte, ne s'est pas tenue. Nous avons été frappés, la commission aussi, par une difficulté de l'État à répondre aux questions précises des pêcheurs. Est-ce qu'on peut continuer à pêcher dans les parcs, et c'est ce que nous défendons, et dans quelles conditions? Et donc ça, c'est un sujet qui, si l'État décide de continuer ce projet, c'est un sujet dont on peut considérer qu'aujourd'hui, qu'il reste complètement ouvert. Voilà, sur la pêche, ce que je pouvais dire. Les raccordements, ça aussi, c'est chez moi. Alors, les raccordements, donc ça, c'est la zone qui est sous maîtrise d'ouvrage RTE. RTE avait mis au débat 2 options de raccordement, une dite nord, une dite sud. Et nous avons animé avec RTE 4 réunions, 5 réunions même, spécifiques sur les raccordements, 2 réunions sous forme de jeu pour comprendre le principe de raccordement d'un parc en mer. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et si on veut pouvoir travailler ensuite sur des sujets, des réponses en matière de raccordement avec les publics, il faut passer par cette phase préalable de jeu pour comprendre de quoi on parle. Et puis ensuite, il y a eu une réunion spécifique sur le raccordement nord, les enjeux, les impacts, les points de vigilance. La même chose sur le raccordement sud. Et puis enfin, un atelier de travail sur les raccordements possibles pour les 4 scénarios de localisation dont nous avions parlé précédemment. Vous trouverez tout le détail des comptes rendus de ces réunions dans le compte rendu. Ce que l'on peut dire quand même, qu'entre les 2 technologies, cours alternatif et cours en continu, en dehors du scénario numéro 1, on peut dire le projet historique, et à condition qu'il n'y ait qu'un seul parc de 500 MW, tous les autres scénarios mettent en avant un raccordement en courant continu qui est moins impactant. Mais la question qui se pose, le corollaire qui se pose, c'est que pour pouvoir avancer maintenant sur des réponses à ces raccordements, il faut que l'on puisse connaître les intentions de l'État sur ce qui va se passer pour ce projet et la suite en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'en ai fini. Alors, je reprends la suite pour évoquer la question de l'ancrage local, qui par rapport on va dire aux 3 sujets qu'on a abordés précédemment était un peu moins au centre du débat, mais qui a quand même fait l'objet d'interventions et là aussi d'interpellations de nombreux acteurs. Alors, il faut savoir que cet ancrage local, c'est-à-dire les retombées économiques et fiscales du projet pour le territoire, ont été mises en avant par un certain nombre d'acteurs, notamment les acteurs économiques, comme un argument de poids en faveur du projet. Mais d'autres publics l'ont contesté. Donc, on a là aussi organisé une réunion sur ce sujet en février dernier. Finalement, là où se situait la discussion, c'est qu'on avait donc des acteurs économiques qui mettaient en avant le fait que, selon eux, les ports de la région et le tissu économique étaient prêts à se saisir de l'opportunité que pouvait constituer un parc de cette envergure pour structurer une filière éolienne marine compétitive. Là où les opposants, en tout cas certains d'entre eux, craignaient que le projet finalement bénéficie assez peu au territoire, du fait notamment d'un recours à des entreprises et des travailleurs étrangers possibles, et que surtout des emplois soient massivement détruits, en particulier dans les secteurs de la pêche et du tourisme, et c'est ce à quoi la citation qu'on a inscrite ici fait référence. Mais là aussi, je vous renvoie au compte-rendu pour plus de détails. Je vais passer à une autre thématique qui était un petit peu liée, en particulier avec la question du tourisme, c'est le paysage. Il faut savoir que ça a été pour un certain nombre d'habitants, d'acteurs, un point d'entrée dans le débat. Et que c'était aussi un point qui, sans être central dans les discussions, revenait assez souvent, y compris donc sur la plateforme numérique.
mais aussi dans les réunions publiques. La question du paysage, elle est assez différente des précédentes dans le sens où elle a quand même une dimension qui est sensible et subjective beaucoup plus forte et donc aussi une charge émotionnelle particulière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des inquiétudes très vives hein, qui ont été énoncées sur l'impact visuel possible d'éoliennes nombreuses et de grande taille à proximité des côtes, aussi bien finalement pour le cadre de vie, pour les habitants à l'année, mais aussi les habitants secondaires et pour le tourisme. Mais voilà, là où c'était un petit peu difficile parfois d'aller plus loin dans la discussion, c'est que d'autres acteurs, eux, mettaient en avant le fait que, bah, voilà, eux trouvaient que les éoliennes étaient élégantes, que c'était aussi un marqueur d'une modernité dans le paysage, finalement, que c'était un peu le paysage du XXIe siècle, et donc des difficultés à se mettre d'accord puisqu'on était sur une question aussi esthétique. On a eu des débats sur les photomontages qui avaient été mis à disposition de l'État. Hein, c'est le cas de la photo qui est ici inscrite, qui était une des différentes simulations proposées par l'État pour aider finalement à imaginer, à anticiper ces impacts possibles du projet. Et donc, on a eu des simulations alternatives qui ont pu être produites par des publics avec là aussi des contestations de leur sincérité. Donc voilà, vraiment des débats assez vifs, y compris sur la manière de représenter de simuler les impacts du projet pour le paysage. Finalement, il y a quand même un relatif consensus qui a pu émerger sur l'idée qu'un parc trop près des côtes serait difficilement acceptable. Voilà. Et dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est celui de la planification. Finalement, il découle un petit peu de tous les précédents. On a déjà un petit peu pu l'évoquer, mais en fait, aujourd'hui, le littoral sud-atlantique est déjà l'objet de très nombreux usages. Hein. On peut citer la pêche qu'on a évoquée, la plaisance, le trafic portuaire, l'extraction de granulats marins, les activités de défense, etc. Elles ont déjà des impacts sur la riche faune et flore locale. Hein. On peut voilà, notamment noter que l'état écologique des milieux est considéré, évalué comme assez mauvais, avant même que l'éolien arrive. Mais voilà, arrive un nouvel acteur, l'éolien, en tout cas potentiellement. Et donc, cette arrivée suscite beaucoup de questionnements sur la manière dont il va percuter l'équilibre entre ces différents usages que j'ai évoqués et les écosystèmes, avec notamment des inquiétudes des usagers sur les conséquences que cette nouvelle arrivée peut avoir pour eux et pour leurs usages. Finalement, là aussi, on a eu, bon, pour des raisons très, très différentes, des appels à la planification de la mer de la part des différents acteurs du débat. On peut vraiment dire que c'est un point de consensus. Finalement, ce que demandent les publics, c'est que l'État propose une planification globale du littoral sud-atlantique avec l'ensemble des acteurs locaux qui définissent la juste place de l'éolien en mer et donc la manière dont il peut ou non trouver sa place et cohabiter avec tous les usages, avec les écosystèmes. Donc l'idée, c'est pour les publics, c'est de disposer d'une vision spatialisée et de long terme, donc pour permettre une cohabitation harmonieuse et qui permettent aussi aux acteurs de se préparer aux changements à venir, puisque voilà, on sait qu'on est dans un monde en changement. Mais voilà, sans cette planification aussi, à l'échelle de chaque façade, hein, puisque finalement le débat qu'il y a eu sur ce projet, on le retrouve aussi dans d'autres débats publics, et puis surtout, il y avait aussi des questionnements sur la planification des littoraux à une échelle nationale. En fait, cette planification, elle est aussi vue comme un moyen d'atteindre la neutralité carbone à 2050, avec l'idée que disposer d'une vision d'ensemble est essentiel pour réussir une transition énergétique à l'échelle nationale. Donc finalement, ce qui est demandé, c'est que les projets de parcs éoliens ne soient plus débattus au coup par coup, au cas par cas,
mais avec une vision d'ensemble et de manière voilà, beaucoup plus large. Je laisse la parole à Francis pour la suite. Merci Anaïs et Denis pour vos récits finalement de ces morceaux de débat. Alors, je vais revenir rapidement sur les scénarios qui sont sortis de cette proposition faite au public d'inventer ou d'explorer des alternatives. Et puis ensuite, je viendrai sur ce sujet le dernier sujet, c'est les attentes des publics et les recommandations que la Commission peut transmettre à la maîtrise d'ouvrage. Alors, les scénarios sont relativement... alors, les scénarios qu'on vous présente là, mais vous l'avez vu aussi dans le compte-rendu, c'est la synthétisation, finalement, ou la synthèse, je ne sais pas comment il faut dire, de multiples localisations proposées par les publics. Donc, le scénario numéro 0, c'est pas de projet, nulle part. Et finalement, les raisons ont été expliquées dans les arguments présentés, rappelés ici par Anaïs. Alors ensuite, on a une gamme de réponses que les images suivantes peuvent nous montrer, qui font intervenir la zone préférentielle, qui est là cernée par un liseré rouge, hein, avec le projet historique, qui est le scénario numéro 1, l'image de gauche. Le scénario numéro 2 profite de l'extension de la zone, mais reste dans la zone préférentielle. Alors, ces scénarios n'ont pas emporté une formidable adhésion, sauf pour le projet historique de la part des industriels. Voilà. Mais l'ensemble des publics sur le terrain que nous avons rencontrés n'ont pas véritablement adhéré à ce projet. Alors ensuite, on a les scénarios suivants, finalement, représentent une idée dominante, sortir de la zone préférentielle, parce que la zone préférentielle, c'est la zone qui correspond au parc naturel marin, comme l'a rappelé Anaïs tout à l'heure, et ça correspond aussi à une zone Natura 2000, celle des biotopes, des habitats. Voilà, donc sortir du parc naturel marin pour faire que ce projet puisse glisser tout simplement à la lisière du parc naturel marin, ou bien tout simplement imaginer quelque chose de beaucoup plus loin en mer en changeant de technologie. Voilà les différents scénarios qui ont été présentés par les publics, souvent argumentés, et nous avons demandé aux publics qui ont bien voulu jouer le jeu de la cartographie, si je puis dire, on leur a demandé d'expliquer chaque fois les avantages et les inconvénients de chacune de ces localisations un peu ici représentées de façon schématique. Alors, c'était pour nous une façon de ne pas passer 4 puis 5 mois dans l'impasse du scénario 0. Et finalement, d'imaginer pour des publics qui ne contestaient pas formellement l'importance du mix énergétique, d'imaginer des solutions que l'État n'avait pas proposées au débat public. Voilà. Alors, c'était une partie relativement active et effectivement, une partie importante des cahiers d'acteurs se sont emparés de ce sujet. Alors, on va passer maintenant à ces fameuses attentes et recommandations qui découlent de tout ça. Donc, les attentes et les recommandations sont tout simplement une dérivée du débat public, donc pas d'invention là-dedans. Alors, attentes et recommandations, pour moi, ça sonne un peu comme orgueil et préjugés ou honneur et gloire. En fait, les attentes et les recommandations sont foncièrement mêlées. Voilà. Les attentes des publics, on peut les séparer des recommandations de la Commission, mais finalement, tout ça fonctionne comme quelque chose de relativement solidaire. Alors, je ne vais pas les prendre une par une. Vous les voyez ici, et de toute façon, elles sont ici issues tout simplement du rapport. Je vais simplement en rappeler 4 de ces attentes des publics qui nous ont paru importantes. La première attente du public, il faut le dire, ça n'est pas écrit là, c'est une attente de l'abandon pur et simple du projet. Bien entendu, on n'a pas cessé d'avoir cela présent à l'esprit, y compris dans le scénario 0. Donc, première attente d'une partie des publics, l'abandon pur et simple du projet pour tous les arguments qui ont été développés précédemment. Le deuxième point important dans les attentes des publics, alors comme les publics sont diversifiés, les attentes proviennent aussi de positions différentes.
une attente vraiment importante, c'est de donner des garanties aux pêcheurs quant au fait de pouvoir pêcher dans les parcs. Des garanties, pas simplement une possibilité ou une éventualité. Et je pense que de débat en débat, ça c'est une question qui n'a jamais été véritablement résolue. Donc les pêcheurs, comme tout à l'heure ça a été rappelé par Denis, les pêcheurs ont beaucoup dit, de toute façon, on ne croit pas que l'on pourra pêcher dans les parcs. Donc ça, c'est une question importante qui doit faire l'objet d'une réponse claire de la part de la maîtrise d'ouvrage. Si l'on doit pouvoir pêcher dans les parcs, c'est sous quelles conditions? Et évidemment, il faut que ce soit garanti et non pas simplement présenté comme une éventualité. Un autre point important, c'est finalement la réversibilité de la décision publique. Je dis ça comme ça, alors on le trouve difficilement exprimé sous cette forme dans les attentes des publics, mais d'une certaine façon, on avait compris que la loi ESSOC, État au service des sociétés de confiance, qui précisait que les débats publics devaient se faire avant la décision de localisation et des conditions techniques de débat, c'était quand même plutôt une bonne chose. Dans ce débat, cette question considérée comme un progrès, comme un avantage, a souvent été considérée par les publics comme un défaut. C'est pour ça qu'on a, je crois, plusieurs fois dans les réunions, à parler du talon d'Achille de la loi ESSOC. C'est quoi ce talon d'Achille? C'est tout simplement les études spécifiques sur le site qui sera décidé ne sont pas réalisées. Et par conséquent, une partie des publics a demandé, et c'est une question posée à la maîtrise d'ouvrage, si dans le cas où des études d'impact montreraient que finalement la décision de la localisation n'est pas convenable, y a-t-il une possibilité de réversibilité de la décision? Voilà, j'exprime ça de cette façon, ça a été entendu sous différentes formulations au cours de ces débats. Et puis le dernier point, c'est ERC. Dans les attentes des publics, il y a eu finalement une espèce de joute entre les services de l'État d'un côté et puis de l'autre les associations environnementales sur ERC, avec cette expression que le C, que la fameuse compensation, qu'on était dans un milieu océanique, où les biotopes sont beaucoup moins facilement compartimentés qu'en milieu terrestre, est-ce que le C était possible tout simplement? L'autre question qui est venue évidemment, c'est dans un milieu océanique comme celui que l'on connaît là, est-ce que tout simplement, ça ne veut pas dire éviter, ça ne veut pas dire tout simplement renoncer au projet. Donc cette question-là, me semble-t-il, nécessite du travail pour peut-être adapter un peu mieux ERC au milieu océanique. C'est du moins ce qui est ressorti de ces discussions finalement dont aucune conclusion n'est réellement sortie. Donc comment on fait pour compenser en milieu océanique et comment est-ce qu'il est possible simplement de traiter le E sans que ça devienne le A de abandon. Voilà. Pour travailler là-dessus, je pense qu'il y a du travail pour à la fois des chercheurs, à la fois pour les associations environnementales, me semble-t-il. Voilà, ça c'est pour exprimer quelques points que ce soir j'avais envie de faire sortir de cette liste. Et puis alors après, il y a les recommandations. Les recommandations, on les fait à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire en fait au service de l'État. Évidemment, les attentes comme les recommandations n'ont de sens que si le projet est poursuivi. C'est bien pour ça qu'ici, Louise-Marie a mis ici le projet poursuivi en rouge. Bien entendu, on se place dans l'hypothèse où il est poursuivi parce que s'il est abandonné, tout cela n'a plus évidemment aucun sens. Alors là, il y a plusieurs points à nouveau. Et moi, là, j'ai retenu 3 points. Alors, je ne suis pas en train de lire l'image qui est là, que vous avez déjà lue d'ailleurs. 3 points. Le premier point, c'est d'éclairer le futur de l'éolien. Il faut absolument éclairer le futur de l'éolien pour sortir de l'incertitude sur ce qui va se passer dans les années à venir. Et ça, c'est une question, je pense qu'une bonne partie de ces attentes et recommandations se font aussi dans l'idée qu'il va y avoir, si le projet est poursuivi, une concertation post-débat public. Et donc, pour ouvrir cette concertation dans de bonnes conditions, il est important de répondre à ces attentes exprimées préalablement et de donner suite à ces recommandations de la CPDP. Donc, la question, c'est éclairer le futur de l'éolien. Pourquoi? Parce que tout simplement, va s'ouvrir le travail d'une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, comment
comment vont s'articuler pendant la durée de la concertation post-débat, comment vont s'articuler finalement les activités liées à la poursuite de ce projet et ce qui va se passer dans la nouvelle PPE. Donc ça, c'est une question finalement qui est nécessaire pour tout simplement clarifier finalement l'avenir. La deuxième question, là, c'est expliqué avec l'éloignement comme préalable. Alors, j'aurais pu commencer par là, mais j'ai préféré parler de l'éloignement dans le temps des multiples projets qui pourraient se développer. L'éloignement comme préalable, je crois qu'on a bien compris dans ce débat, et c'est le message principal que le débat public porte finalement à la maîtrise d'ouvrage, c'est que la zone préférentielle ne convient à personne. Elle ne convient pas non plus à ceux qui ont accepté d'explorer d'autres solutions géographiques. Ça veut dire que sortir du parc, c'est-à-dire s'éloigner finalement de la zone préférentielle, apparaît comme un point commun à l'ensemble des publics qui se sont exprimés, qui ont participé au débat, quelle que soit leur position sur pas de parc nulle part, ou bien pourquoi pas d'autres solutions. Leur point commun, c'est pas dans la zone préférentielle. Et puis le dernier point qui me paraît important, c'est pour la suite de ce projet, s'il doit être poursuivi, alors je pense que c'est peut-être un peu l'image suivante, c'est finalement inventer l'association des publics à la suite des décisions qui vont être prises. Ces décisions qui vont être prises par l'État, et si la décision est prise de poursuivre le projet évidemment, ce qui va se passer, c'est que les publics vont revenir finalement à la suite de ce débat, pas seulement pour s'informer. Et donc, il faut trouver la forme qui permettra d'associer les publics finalement à la suite du projet. Donc, je dis bien, pas seulement les informer de ce qui va se passer, mais les associer finalement pour les impliquer dans la suite du projet. Et c'est ça l'esprit finalement qui se trouve dans le, comment dire, l'espèce de réacteur qu'est la CNDP, consiste à finalement impliquer les publics dans la décision publique. Voilà. Et ça, c'est un point important parce qu'on n'a pas proposé de méthode pour le faire. Et effectivement, quand on dit instaurer un comité de gouvernance de projet, le terme est peut-être un peu pompeux. La question, c'est qu'il y a déjà des instances existantes. Le problème, c'est la présence des publics dans ces instances existantes pour participer à l'évolution du projet et pas seulement être informés après coup. Voilà un petit peu ce que nous, on a retenu de ce débat. Alors, à ce stade, évidemment, pour savoir ce qui va se passer, évidemment, c'est la réponse du maître d'ouvrage à toutes ces attentes et recommandations que nous attendons, que vous attendez avec impatience et nous aussi. Voilà pour terminer cette évocation un petit peu rapide de ce débat public. Et alors, je pense que pour prendre un peu de recul sur ce débat précis, le mieux, c'est de laisser Chantal Joanneau présenter son propre bilan. Et puis ensuite, nous donnerons la parole aux participants qui souhaitent nous faire un retour. Voilà. Merci. Merci Francis. Effectivement, alors je vais juste clarifier en quelques mots la différence entre le bilan et le compte-rendu, puisque le compte-rendu, c'est bien la commission particulière qui le fait alors en toute neutralité. Je pense que vous l'avez bien vu, ce n'est pas, les propositions de la commission en tant que commission, c'est bien ce qu'ils ont entendu sur le terrain et ce qu'ils retranscrivent en toute neutralité. Et le bilan, c'est un exercice différent parce que ce serait malvenu de ma part de faire la synthèse d'un débat auquel je n'ai pas assisté à toutes les rencontres, évidemment. Donc, le bilan, il compare plutôt la manière dont s'est déroulé ce débat et ses enseignements par rapport à d'autres débats publics qui ont pu avoir lieu sur ce type de projet ou des projets comparables. Et sur ce type de projets qui sont les projets de parcs éoliens en mer, l'avantage que l'on a, c'est que c'était le 16e débat public ou concertation sur des projets de parcs éoliens. Donc, on a quand même un gros retour d'expérience, nous, par rapport à ce type de débat qui ont quand même beaucoup évolué dans le temps. Hein. Ça a été rappelé tout à l'heure, il y a plus de climato-sceptiques, il n'y a plus personne qui dit qu'il ne faut pas s'engager dans la transition, ou dit très peu, ou alors ils n'osent plus le dire, qu'il ne faut pas s'engager dans la transition énergétique. Donc, c'est un peu la baseline de toutes les contributions. Mais évidemment, il y a des débats sur comment le faire. Est-ce que ces projets sont opportuns pour atteindre les objectifs qui sont définis par l'État?
Pour essayer de voir ce qui a été dit dans ce débat, moi, je vous propose un exercice assez simple, c'est de voir ce qui a été très spécifique à ce débat par rapport aux autres. Ce qui est peut-être plus habituel, mais que j'ai trouvé très exacerbé dans ce débat, et puis les enseignements qu'on peut en tirer. En termes de spécificité de ce débat sur ce type de projet, on remarque d'abord qu'il y a une très, très, très forte participation. Il y a vraiment une très forte participation. Alors, c'est lié évidemment à toutes les actions que la commission a pu engager, comme vous l'avez vu, que ce soit avec le festival, avec la présence sur le terrain. Mais on a des chiffres de participation qui dépassent, enfin, qui atteignent presque les 16 000 personnes qui auraient contribué ou qui ont assisté à différents événements. On a quasiment 10 000 contributions et c'est particulièrement important parce que chez nous, à la Commission nationale du débat public, une contribution, ce n'est pas un pouce levé, ce n'est pas un like, ce n'est pas un oui-non, c'est vraiment une argumentation. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes de développer, d'expliquer pourquoi elles sont pour, pourquoi elles sont contre, pourquoi elles pensent telle ou telle chose. Donc, c'est quand même un travail très riche qu'on demande aux personnes. L'autre élément qui était vraiment intéressant, c'est l'innovation. Vous avez vu la présentation des différents outils, certains qui ont pu nous perturber, comme le jeu Énergie 2049, où on s'est dit, bon, c'est des exercices qui sont assez nouveaux pour nous, mais en fait, ils ne le sont pas du tout pour les jeunes auxquels ils s'adressent, et même les moins jeunes. Et du coup, ce type d'outil a vraiment trouvé son public. Ça a permis de rentrer dans le débat, de même que les interventions de Go Decrypt ont permis de rentrer dans le débat et de toucher un public beaucoup plus élargi par rapport à des publics très habituels de parties prenantes. L'autre spécificité, alors, c'est radicalisation et incompréhension. Je vais m'expliquer sur ce point. Comme ça a été très bien dit par Denis tout à l'heure, l'étude de contexte a montré qu'entre ce qu'on nous avait dit, on nous a dit, quand même, il y a un vrai compromis autour de cette zone. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, effectivement, il y avait quand même pas mal de conflits sur le terrain par rapport à la zone. Mais c'est surtout par rapport à un autre événement qui s'est passé dans le débat que nous, on avait vu très positivement, c'est que l'État, en cours de débat, a dit, j'ai bien entendu les premiers enseignements du débat, donc je vous propose d'élargir la zone d'études. Et ce point, finalement, a été assez mal compris. Il a été compris, au contraire, comme une manœuvre qui fait qu'on nous avait dit que la saisine, c'était sur un projet de parc, mais peut-être éventuellement sur 2. Donc, cet élargissement, ça va signifier qu'on ne va pas faire un parc, mais bien plusieurs parcs, et que c'est l'hypothèse la plus haute qui est envisagée dans le projet. Donc, ce point qui, pour nous, était très positif, le fait de dire, voilà, l'État a vraiment entendu, il est à l'écoute de ce qui est dit, et donc il élargit la zone, a, au contraire, été vécu comme un imbroglio supplémentaire. D'ailleurs, la CPDP, dans son compte-rendu, utilise le terme d'imbroglio pour la saisine. C'est la manière dont elle a été vécue par les personnes. Et là, on pourrait dire aussi, du coup, de cette décision qui pourtant est vraiment, pour nous, qui a été une bonne décision. Le deuxième élément que je voulais dire, c'était sur l'incompréhension de la saisine. Alors, j'aurais peut-être pu commencer par là, d'ailleurs. La saisine, effectivement, et ça, c'est un point très, très important. La saisine parle d'un ou plusieurs parcs et sur une zone préférentielle qui était petite. Et donc, quand on fait un calcul peut-être un peu caricatural, limite à la règle de 3, on se dit, alors c'est potentiellement entre 35 éoliennes sur 60 km² jusqu'à 140 éoliennes sur 240 km², alors que la zone préférentielle n'est que de 300 km². Donc, on se dit, finalement, il compte saturer la zone. Et cet imbroglio de la saisine qui est très, très bien décrit dans le compte-rendu, beaucoup moins dans ce que je vous dis, a aussi contribué finalement à exacerber les oppositions. Et ça, cette question, on la retrouve dans quelques débats récents, effectivement. On l'a retrouvée un petit peu dans Normandie, mais Francis en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il a présidé le débat public sur le projet de parc éolien en Normandie. On l'a retrouvée aussi en Méditerranée. C'est-à-dire le fait que l'État dise, là, on vous propose un premier projet de parc, mais il y en aura peut-être un deuxième et peut-être des suivants, ce qui est normal dans la perspective de l'État, puisqu'ils sont chargés de mettre en œuvre la PPE, mais ce qui est très mal vécu sur le terrain, puisque c'est vécu, et je reprends une expression que tu avais utilisée, Francis, en Normandie, c'est vécu comme « mais alors, c'est quoi le coup d'après ?» On nous dit ça, mais finalement, on nous cache des choses. Le deuxième élément et le deuxième argument qui est particulièrement exacerbé dans ce débat, c'est pourquoi cette zone ?
c'est le cœur du débat finalement. Pourquoi cette zone? Pourquoi avoir mis ça ici? Pourquoi dans un parc naturel marin? Et c'était d'autant plus fort que la zone ayant été pré-identifiée il y a déjà quelques temps, parce que les premières discussions datent de... Enfin, il y a eu des phases de compromis dès 2015, on aurait pu imaginer que la réponse à cette question soit beaucoup plus claire et qu'elle soit apportée pendant le débat. Et que comment on concilie la transition énergétique avec la transition écologique sur cette zone soit argumenté pendant le débat. Or, ça n'a pas été le cas. Et ce problème-là, on l'a retrouvé d'ailleurs dans d'autres débats publics. On l'a retrouvé par exemple dans le débat public à Dunkerque. Alors, c'était un débat public qui s'est passé sous les anciennes modalités. Donc, le projet avait déjà été attribué, la zone déjà identifiée. Mais quand on a demandé pourquoi dans une zone de protection spéciale, comment est-ce que l'État justifie le choix de cette zone, ce qui est sorti du débat, c'est que finalement, le public a considéré qu'il n'avait pas eu de réponse à cette question. Donc, ça a quand même beaucoup exacerbé aussi les questionnements, voire effectivement les contestations de la zone dite préférentielle. Et ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans d'autres débats. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vraiment les souligner, parce que ça contribue, c'est des cumuls d'erreurs, mais je reviendrai dessus, qui contribuent quand même beaucoup à radicaliser évidemment les débats et les argumentations. Sur les enseignements, alors, les enseignements de ce débat, je tiens à dire que, et j'aurais même peut-être pu citer ça parmi les spécificités, c'est rare qu'on arrive à des conclusions aussi claires et qu'on arrive à dire vraiment dans le compte-rendu du débat public, je crois citer de mémoire une phrase, la commission n'a pas espéré de consensus ou de compromis et ne l'a pas recherché. Mais Francis en expliquera sans doute beaucoup mieux que moi. Là, la conclusion est très, très claire. Voilà. Manifestement, il n'y a aucun compromis autour de la zone préférentielle. Et du coup, maintenant, dans la réponse qui sera celle de l'État, c'est vraiment un qui tout double. Est-ce que vous allez vraiment écouter les conclusions du débat qui, cette fois-ci, sont quand même très, 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 très claires. Dans les enseignements, autre point que je voulais souligner, donc sur le positionnement et les moyens de l'État. Nous, on commence à avoir vraiment une grosse expérience avec l'État, en particulier avec la Direction générale de l'énergie et du climat sur les débats publics, et on travaille de mieux en mieux ensemble. Vraiment, on voit des services de l'État qui essayent de se donner les moyens, qui essayent de vraiment répondre, qui sont très présents pendant les débats. Mais ce que je constate, et là je sors complètement de mon rôle de présidente de la CNDP, mais ça me semble important de le dire, et c'est aussi dans le compte-rendu, c'est qu'il faut vraiment aujourd'hui que l'État, le ministère, le gouvernement dotent la DGEC des moyens, et notamment des moyens humains, pour pouvoir suivre le rythme incroyable qu'il aurait imposé en termes de développement des énergies renouvelables. Je le dis parce que si on veut que dans nos débats publics, on ait des réponses à nos questions, qu'on ait une implication des services de l'État, il faut leur donner les moyens de le faire. Troisième enseignement, puisque j'en ai rajouté un en cours de route, les erreurs à ne pas cumuler. Donc, les erreurs à ne pas cumuler, c'est fou, comme on a l'impression que les choses se répètent. Donc, comme je le disais, la première erreur, c'est d'éviter de pré-choisir une zone avant d'arriver dans notre débat public. Quand on arrive, c'est quand même l'esprit de la loi ESSOC, c'est de dire le débat public doit mettre en débat toutes les zones possibles. Et quand on pré-choisit une zone qu'on a pré-négociée avec les différents acteurs, ça crée deux difficultés. Vis-à-vis des acteurs, ils ne comprennent pas qu'on remette en débat avec le public une zone qu'ils auraient pré-négociée. Et vis-à-vis du public, ça crée des tensions parce qu'ils pensent que tout est déjà décidé dès lors que ça a été pré-négocié avec les acteurs. Deuxième erreur, dès lors qu'on saisit sur une zone, on peut, si on n'a pas d'études spécifiques sur la zone, à minima, demander un cadrage préalable à l'autorité environnementale qui nous permettra d'identifier, nous, les grands enjeux environnementaux à côté desquels ne surtout pas passer pendant le débat. Donc ça, c'est vraiment aussi pour nous un point absolument fondamental dans l'organisation des débats publics. Le troisième point, mais j'en ai déjà parlé, c'est dans les saisines, être très clair sur ce qu'on met en débat pour ne pas donner le sentiment, qu'il soit vrai ou pas d'ailleurs, qu'on cache des choses, qu'effectivement on dit que c'est un projet et que finalement on va en avoir plusieurs sur la même zone.
Le dernier enseignement, c'est à la mode, mais je dois dire qu'avec Francis, on en parle déjà depuis longtemps, puisqu'on en a parlé dès le premier débat en Normandie, la planification. La planification, c'est pour répondre à cette question de c'est quoi le coup d'après. Donc, c'est la planification spatiale, mais temporelle aussi, de l'utilisation de l'espace de la mer. Qu'est-ce qu'on envisage de faire? Comment on combine les différents usages de la mer? C'est quoi l'avenir effectivement de nos paysages marins? Alors, il y a tout un sujet sur les paysages et là, je pense que Francis sauterait dessus si on lui proposait ce type de mission. Mais c'est vraiment aujourd'hui, et il faut faire une planification. Alors, bon, je sors encore de mon rôle, mais ce n'est pas grave. Warning, pas une planification qui soit descendante. Pensez depuis des instances certes très intelligentes, mais qui ne sont pas sur le terrain et qui seraient vécues sur le terrain comme quelque chose de plaqué sur un territoire. Il faut vraiment une planification qui émane du terrain, qui émane des différents acteurs, qui soit suffisamment précise pour être vraiment utile pour le public, pour éclairer justement nos débats publics. J'ai été trop long, mais comme en fait on est au dernier débat public, en tout cas sur ce type de projet, c'était vraiment l'occasion d'essayer d'en tirer des enseignements communs. Et comme ça a été un débat exemplaire, c'était vraiment l'occasion de le faire. Voilà, Francis, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Chantal. Alors, je pense que je vois qu'il y a 27 éléments de conversation. J'ai une petite notation en bas de l'écran. Donc, je vais peut-être donner la parole à Luc pour voir comment on peut mettre en partage ces conversations auxquelles je n'ai pas assisté puisque j'écoute ce qui se passe et voilà. Non, on va proposer aux différents publics présents dans cette visio de prendre la parole tout en définissant que le débat public est terminé et qu'il ne s'agit pas de refaire le débat après le débat. On attend vos réactions sur le compte-rendu, sur les suites, etc. Donc, vous avez la possibilité de lever, vous avez un petit bouton pour lever la parole. Pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole, on vous la donne. Voilà, Madame Montbrun, je vous ai... Vous avez la parole, Madame Montbrun. Bien, bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur Boussir et toute l'équipe. J'interviens au titre de FNE Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce résumé et merci beaucoup pour toute l'équipe, pour la qualité de l'écoute, la créativité, la disponibilité des différents chargés de mission qui ont toujours été très à l'écoute. Je ne porte pas de jugement sur les débats proprement dit, mais en tout cas, nous estimons que l'équipe a été à l'écoute. Et plus généralement, sur le rôle de la CNDP, nous estimons que ce rôle doit être conforté, maintenu, et notamment sur le sujet qui est lié sur le sujet plus global de l'énergie et des différentes sources d'énergie à mobiliser. Nous souhaitons que la CNDP continue et amplifie son travail. En revanche, sur ce résumé, je voudrais revenir sur deux, trois points, mais sans rentrer dans les détails. Déjà, il est faux de dire, je pense, qu'il y a eu, enfin, je dis il est faux, il n'est pas juste de dire qu'il y a eu consensus en 2015. Et il y a eu consensus entre des initiés, mais le réseau FNE a toujours critiqué et a voté contre, d'ailleurs, le document stratégique de façade, les différents volets du document stratégique de façade, sachant que la biodiversité n'est jamais prise au même niveau que les différents usages. Et lorsqu'on parle planification, ce n'est pas planification, juxtaposition et que chaque usage trouve sa place, c'est comment on intègre à la fois les usages et la biodiversité. Donc, il n'y avait pas consensus en 2015 sur le choix de cette zone. L'autre sujet, c'est que nous sommes terriblement inquiets parce que nous lisons dans ce plan d'action du DSF qui vient d'être signé par l'État que l'État se prépare à préparer l'appel à projet du parc éolien Oléron, ce qui tendrait à signifier que
l'écoute du débat public et des 5 scénarios, dont le scénario 0, l'État n'y a pas répondu et prend déjà position. Donc, ça rejoint les erreurs à éviter que vient de citer Madame Jouanneau. Voilà, donc nous sommes inquiets pour ça et également pour les discussions qu'il pourrait y avoir au niveau national et le tout joué d'avance il nous semble que effectivement, toujours que tout est joué d'avance et le débat public n'a pas levé ses doutes et ses difficultés d'avoir confiance. Une autre remarque est qu'il y a d'un côté le débat public et de l'autre côté des discussions entre scientifiques. Et on trouve que c'est difficile de faire le lien entre ce qui se dit entre les publics et ce qui se dit dans les milieux scientifiques et les analyses des différents experts. J'en veux pour preuve l'avis qu'a émis le CNPN au mois de juillet 2021. Cet avis est cité parce qu'il a été cité par les intervenants, mais finalement, cet avis ne rentre pas dans le bilan du débat public. Donc, c'est un petit peu difficile parce qu'on navigue entre le monde des scientifiques via un conseil scientifique qui est mis auprès du conseil maritime de façade et un débat public. Et finalement, on a du mal à faire le lien et la synthèse entre les deux. Et si je cite l'avis du CNPN, c'est que dans cet avis du mois de juillet 2021, en page 8, et je pourrais vous renvoyer le lien, une étude scientifique est citée et qui fait état de zones potentielles intéressantes pour l'éolien marin hors zone protégée. Et qu'en fait, un tel scénario qui est beaucoup plus large à l'échelle de la façade n'a pas été repris et n'a pas été cité. D'où évidemment la nécessité d'une planification à une bonne échelle et avec le bon niveau d'intégration, comme je l'ai dit. Enfin, et puis j'arrêterai là, l'économie du projet a été largement éclairée par les scénarios RTE, Négawatt et ADEME. Les conditions économiques changent fondamentalement. Du coup, c'est vrai que nous attendrions une actualisation de ces analyses économiques sur les scénarios et je reboucle sur notre attente d'un véritable débat public sur l'énergie. Voilà, j'arrêterai là. Enfin, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, madame. On va prendre la parole de monsieur Salès. Vous avez le micro activé. Vous pouvez y aller, monsieur Salès. Bonjour à vous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, je voulais vous remercier, bien sûr, également pour tout ce travail fait tout au long du processus du débat public et pour vos présentations successives d'aujourd'hui. Deux remarques, l'une portant sur les scénarios et l'autre sur la suite donc, de l'implication des citoyens. Sur les scénarios, c'est une chose que nous avons discutée lors de la dernière réunion du 26 février à la flotte. Sur les scénarios, donc, je reste assez convaincu qu'il y a une ambiguïté fondamentale puisque finalement, ont participé à l'élaboration du scénario des publics plutôt favorables au projet. Les publics défavorables au projet ont en général attaqué le projet initial sans s'impliquer dans des possibilités de travail sur un éloignement du projet, sur du flottant ou pas, sur une modification des puissances, etc. Et si on considère que votre travail et notre travail est d'éclairer la décision de l'État, je pense que là, nous avons une perte. Et je me demande si, pour sortir de cette ambiguïté, vous n'auriez pas dû, bien sûr, on ne peut pas changer la saisine, mais faire un peu plus de pédagogie incitative auprès des publics défavorables au projet initial, pour les amener à travailler sur des scénarios. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui étaient défavorables au premier
projets, mais favorables à des extensions possibles, mais qui ne se sont pas mêlés donc des scénarios. Deuxième point sur la suite du travail. J'ai apprécié effectivement la troisième recommandation de Francis Bossir. Je suis intervenu plusieurs fois pour demander que le public soit associé après le débat public, donc à toutes les opérations de préparation de la mise en œuvre, d'études d'incidence environnementale, etc. Je crois que c'est nécessaire. J'aime bien le terme d'implication, effectivement. Il ne s'agit pas seulement d'information. Et donc le comité de gouvernance suggéré me semble être une bonne idée. Je suis tout de même étonné de la question de Francis Bossir sur, finalement, nous n'avons pas de méthode. Quelle méthode pour cette implication? Parce que je ne peux pas supposer qu'il n'y ait pas eu ce genre de demande dans les débats précédents sur les autres projets d'éolien flottant. Et donc, j'imagine que cette méthode a déjà été mise au point. Merci de m'éclairer là-dessus. Peut-être je réponds juste à ce point. Oui, Oui, c'est probablement une formulation de ma part qui n'est pas très convenable. Ce que j'ai dit, c'est que nous n'avons pas proposé de méthode au maître d'ouvrage. C'est ça que j'ai dit. Alors, si vous avez compris, sûrement j'ai un peu bafouillé. Voilà. Mais voilà, nous n'avons pas proposé de méthode. Effectivement, il y a déjà des instances. Là, la question quand même, c'est d'associer les publics en amont de la décision au sein de ces instances lorsque les publics n'y sont pas encore associés. Voilà. Mais du coup, effectivement, c'est probablement à la maîtrise d'ouvrage d'apporter des propositions pour répondre à cette demande qu'on lui fait. Alors, j'ai une prise de parole de membre du CRPMM Nouvelle-Aquitaine, Johnny Wall. Vous avez la parole, Monsieur Wall. oui, bonjour à tous. Bonsoir, messieurs, dames. Qu'est-ce que je veux dire parce que j'ai un petit peu loupé le départ, mais je voulais juste revenir sur quelques points, parce que sur les ambiguïtés que vous avez dit, sur certains pêcheurs auraient soi-disant ouvert la porte à des possibilités. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu 2 votes qui ont été faits, comment dire, au comité départemental et au comité régional, et qui ont été votés contre à l'unanimité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si des représentants auraient laissé soi-disant planer cette ambiguïté, elle n'existe pas. Et il faudrait surtout arrêter de la colporter. Parce qu'il y a des PV qui ont déjà été transférés, je crois, à la CNDP. Donc, il faut arrêter de dire qu'il y avait des ambiguïtés. Ensuite, nous, on nous a demandé de nous positionner à la base au départ sur 300 km et après sur 750. Et à aucun moment, le ministre nous a demandé de nous positionner sur des projets ailleurs, au large. Et où ça, en l'occurrence? Parce que plus large, c'est vague, c'est plus nord, c'est devant la Bretagne, c'est devant l'Espagne, c'est où? Plus large. Si on ne nous donne pas une zone bien déterminée, comment peut-on apporter des éléments? De plus, il a toujours été dit, et puis les réunions pêche l'ont dit, et ça a été confirmé récemment, le plus gros promoteur éolien a interdit dans des parcs au Danemark toute navigation, ce n'est pas à la pêche, et avec des machines Siemens Gamesa. Je tiens quand même à vous faire remarquer quand même que c'est l'industriel qui va fabriquer les éoliennes en France quand même. Hein. À chaque fois on nous a dit que ça a été demandé à de multiples reprises. On a fait des réunions avec la FE, on nous a proposé des scénarios du 50% renouvelable, 75%, 100%, et on a demandé qu'est-ce qu'on mettait en place pour pallier à l'intermittence de ce renouvelable. On nous avait dit on vous communiquera le plus tard, parce qu'on oublie de dire quand même que ces éoliennes sont intermittentes et qu'on va mettre des centrales à gaz. Et étant donné que GDF a signé un accord avec les Américains jusqu'en 2041 pour importer du gaz de schiste. Donc après, quand on nous dit que c'est pour contribuer à l'amélioration du climat, permettez-moi d'avoir un doute. Ensuite, on peut s'apercevoir que partout ailleurs, on n'aura aucune garantie et ils ne pourront jamais nous en donner, que la pêche sera, ouverte. Et quand bien même elle serait ouverte, quelle garantie qu'il y aurait quelque chose dedans? Parce que les autres pêcheurs, ils ont bien dit que dans les parcs éoliens, il n'y avait rien. Il y a 2 rapports qui sont sortis récemment là, sur les homards, sur les crustacés,
et qui sont catastrophiques. Donc, on n'avait pas ces éléments-là lors du débat, et au fur et à mesure, tout est en train de sortir. Et on s'aperçoit que c'est juste une catastrophe environnementale. Et on me dit, mais c'est bon pour la planète. Donc, à un moment donné, on peut s'interroger, quoi. Ça a été interdit à la navigation parce qu'il y a un pétrolier qui s'est mis dedans là-bas au Danemark. Et on nous dit ce qu'on a évoqué, nous, hein, les risques de collision. Et ce n'est pas, comment dire, une coexistence heureuse, une happy coexistence, comme avait dit le président des éoliennes, là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est directement une expulsion en bonne et due forme pour les industriels. Parce que nous, on coexiste, tous nos métiers, on coexiste, les pêcheurs, les plaisanciers, les granulats, on coexiste parce qu'on n'a pas d'emprise pour nous, personnel. Hein. Là, c'est pas dès l'instant que ça sera interdit à la navigation, à la pêche et tout, on n'appelle pas ça coexister, quoi. Et par contre, vous parlez de la loi ESSOC sans arrêt, ça serait bien aussi de parler de la convention d'Aarhus. Parce que je crois qu'elle a été de nombreuses fois citée. Par contre, on oublie de dire que la France l'a ratifiée et que pourtant, on ne la respecte pas. Donc, oui, la conclusion est plus ou moins favorable pour nous. Par contre, il y a eu des choses qui me semblent incorrectes, qui ont été dites dans le rapport final. J'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Hall. Nous avons une demande de prise de parole de la mairie d'Eymack. Donc, je vous ai donné les droits pour le micro. Nous écoutons votre... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Messieurs, dames, bonjour. Jean-Pierre Caron, donc je suis premier adjoint à la mairie d'Eymack. Ce que l'on voulait vous dire, c'est que la mairie d'Eymack s'est mobilisée depuis 2017 déjà pour avoir des informations et des éléments concernant ce projet. On a eu à l'occasion du débat public l'occasion de poser un certain nombre de questions sur différents sujets. Il y en a un sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et dans votre présentation, vous avez... dans les arguments présentés les enjeux climatiques en faisant référence à l'utilisation de l'énergie fossile pour 25%, avec une diminution très nette de l'utilisation de l'énergie fossile à l'horizon 2050. Et la question qu'on se pose, c'est en quoi la production d'électricité intervient dans les enjeux climatiques et en particulier dans l'utilisation de produits fossiles, puisqu'aujourd'hui, l'électricité produite est à plus de 70% réalisée par des centrales nucléaires. Donc, et on entend bien là le message de l'État, puisque depuis maintenant quelques mois, le message de l'État n'est plus de parler de la production d'électricité, mais de la production globale d'énergie, enfin de gaz à effet de serre sur l'utilisation globale de l'énergie. Donc, il y a là un discours qui nous semble fait dans le cadre d'un certain marketing pour vendre les énergies renouvelables. Bon, là, nous ne sommes pas contre les énergies renouvelables, bien évidemment. Il faut effectivement qu'il y ait des mix énergétiques, mais que ces mix soient réalisés dans de bonnes conditions. Alors, vous posiez tout à l'heure la question du futur de l'éolien, et en particulier, les gens s'interrogent sur effectivement quel va être le futur de l'éolien dans notre pays, et vous sembliez dire qu'il n'y a pas pour l'instant de réponse qui a été faite par l'État. Je pense qu'on peut se retourner vers l'Allemagne pour voir quel est le futur de l'énergie éolien, et on aura déjà quelques éléments. Dans votre présentation, alors j'en profite pour remercier le grand débat, le débat public qui a quand même fait un travail très intéressant, et c'est un travail qu'il fallait faire. Maintenant, est-ce que l'État en tiendra compte? Là, c'est une question qui a déjà été posée sur les personnes qui se sont précédemment exprimées. Dans votre présentation, je n'ai pas entendu parler à un seul moment des élus. Les élus locaux ont participé au débat public. Les élus locaux se sont même prononcés
contre ce projet, puisque le conseil départemental de la Charente-Maritime s'est prononcé contre ce projet. Les maires de l'île d'Oléron se sont prononcés contre ce projet. Donc, on voit pas dans ce que vous avez présenté aujourd'hui la part qui revient aux élus qui ont d'une part participé au débat public et d'autre part sont amenés aussi à représenter la population locale. Et à ce titre, je pense qu'on a été un peu absent de votre présentation. Et le dernier point qui est un point fondamental pour nous, on n'est pas contre les énergies renouvelables, mais on a une question que l'on pose depuis 2017, c'est quelles sont les conséquences géomorphologiques de l'implantation des éoliennes sur le territoire. Vous savez que le trait de côte sur la côte atlantique subit des assauts chaque année. Nous perdons à peu près 80 mètres de côte tous les ans. Quelles vont être les conséquences de la mise en place de ces éoliennes sur l'évolution des courants, sur l'évolution alluvionnaire? Ce sont des questions qu'on a posées et ces questions, on les aura peut-être. Les réponses, on les aura peut-être dans les études qui vont être mises en place après. Mais je veux dire, voilà, ces questions qu'on pose depuis 2017, elles sont sans réponse. Et chaque fois, nous avons déposé, la mairie a déposé 3 motions depuis 2017 sur le sujet. Ces motions ont été transmises à l'État et jamais on a eu de réponse sur le sujet. Voilà un peu globalement ce que nous souhaitons dire sur ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Nicolas. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Bon, eh bien, j'ai 3 remarques et une question. Alors, certains des aspects ont déjà été traités, notamment la première remarque dont je crois c'est Marie-Dominique Montbrun qui a mentionné certains éléments sur cette remarque. J'ai essayé d'être concis. Cette première remarque, elle traite en fait de l'opinion l'évolution de l'opinion publique sur le projet. Au début du projet, donc en 2017, on a l'État qui qualifie de consensuelle la situation, et puis on a une opinion qui évolue négativement en fait par la suite. Et vous donnez d'ailleurs plusieurs raisons à cela, qu'on peut résumer donc aux atermoiements de l'État autour de la zone, en particulier le manque de visibilité sur la taille du projet et des futurs projets. Il y a un autre élément effectivement à prendre en compte, je pense, et c'est ce que mentionnait Marie-Dominique Montbrun, c'est cette réalité d'un débat avec des initiés, puis d'un réel débat public. C'est-à-dire qu'on a eu là un vrai débat public et la réalité, c'est que si vous, et je m'adresse donc ici à l'État, si vous interrogez 100 personnes, vous allez trouver une réponse consensuelle. Donc dans les couloirs plutôt feutrés d'une administration soucieuse de vous plaire. Et si vous en interrogez 1000, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et à 15 000, qui est le résultat que vous avez eu donc, avec ce débat, vous avez une idée claire de ce que le mot opposition voulait dire. Maintenant, et je regrette d'ailleurs qu'on se soit arrêté à 15 000, je regrette également qu'on soit satisfait avec 15 000. La Charente-Maritime, c'est 650 000 personnes. Et on peut légitimement dire qu'1 million de personnes sont concernées. Eh bien, je vous invite donc à passer le cap des 10%, à savoir 100 000 personnes pour prendre la pleine mesure de ce que non veut dire en langage français. Ça, c'est une première remarque. Je salue par ailleurs le travail qui a été fait et le progrès qui a été fait avec ce débat et la loi ESSOC. Je pense simplement que, comme d'habitude, on a encore beaucoup de trains de retard et qu'il faut aller beaucoup plus loin. La deuxième remarque, vous parliez de controverses sur la compatibilité de l'éolien avec cet espace maritime, et là je cite du coup le document des recommandations de l'État. Je ne pense pas qu'on puisse parler de controverse sur la compatibilité de l'éolien avec un espace maritime. Il n'y a pas de doute sur l'incompatibilité totale en fait entre un projet industriel et une zone protégée. À partir du moment où vous implantez quelque chose qui fait la taille d'une tour Eiffel avec des fondations de plusieurs centaines de tonnes, et ça c'est pour une éolienne, c'est évident que vous allez impacter, voire détruire l'écosystème. Et l'OFB que vous citez dans le document également n'est plus à même de fournir un avis impartial puisqu'il est partie prenante avec l'État. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt majeur. Et ça, c'est dommage que ce ne soit pas non plus dans le rapport. Donc ça, c'est ma deuxième remarque.
La troisième remarque, c'est que la réalité, et vous le mentionnez d'ailleurs dans le rapport, hein, la réalité sur les critères du choix de la zone, c'est qu'ils ont été technologiques et techniques. Hein. On s'est intéressé à ces éléments-là sans regarder les éléments ni économiques, ni territoriaux, ni environnementaux. La réalité technique, c'est qu'on avait un plateau devant Oléron qui est de faible profondeur étendue, donc on pouvait ancrer des éoliennes. Et la démarche environnementale donc, ou locale a été absente de cette réflexion. Voilà, là où je suis un peu surpris, c'est qu'à partir du moment où cette partie de l'ancrage technique, cette partie technique n'est plus un bon argument, puisqu'on va bouger sur des technologies qui bougent très vite, et donc on n'a plus besoin d'être sur ce plateau-là. À partir du moment où d'ailleurs vous avez eu quand même une visibilité sur l'opposition franche d'un point de vue environnemental et d'un point de vue aussi identité du territoire, pas que la pêche, mais tout simplement l'identité complète du territoire, je ne comprends pas que dans le document, dans vos conclusions, donc au paragraphe 7, le chapitre 7, vous sous-entendiez une distance de 30 km comme un premier élément de compromis, et c'est moi le sentiment que j'ai à la lecture du rapport qui pour autant, dans les parties précédentes, avait l'air de plutôt refléter cette opposition. Donc, pour rappel, moi j'ai la cartographie sous les yeux, le parc naturel marin il s'étend jusqu'à 40 km, la zone Natura 2000, donc ce n'est pas des carrés bien précis, la zone Natura 2000, il faut comprendre un découpage, donc selon que vous coupez en diagonale, vous êtes plus ou moins à 40 km, mais sinon, la zone vraiment qui s'impose ici, c'est 80 km, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de 80 km pour sortir pleinement de la zone Natura 2000. Qu'on est encore dans une zone marine protégée par la convention OSPAR, donc Oslo-Paris, qui, elle, s'étend jusqu'à 75 km. Et enfin, la pêche, donc ça, c'est pour la partie environnementale. Enfin, la pêche, je crois, ne veut pas en entendre parler en dessous de 110 km. Voilà. Et comme tous ceux qui ne veulent pas détruire le paysage, et ça, c'est une remarque à Anaïs qui nous parle de l'aspect esthétique des éoliennes. L'aspect esthétique des éoliennes ne fait absolument pas de discussion ou de débat, c'est moche et ça n'a vraiment rien à faire. L'horizon de la côte ouest est un horizon qui est complètement vierge, donc il n'y a pas de traces humaines. Hein. Pour regarder un horizon de l'océan, l'horizon de l'océan c'est vide et il faut que ça le reste. Donc, pour rappel, d'ailleurs, à au-delà de 130 km, vous retombez dans la zone protégée Natura 2000. Donc, enfin, même si vous trouviez un compromis par rapport à ça, les câbles doivent passer, la zone d'atterrage va toujours poser problème, vous allez de toute façon traverser ces zones protégées. Donc, ma question, j'y viens, c'est pourquoi ne pas avoir proposé et incité dans les conclusions à recommander l'abandon pur et simple du projet ou son déplacement dans une zone qui est déjà industrielle. J'entends par là que l'identité du territoire dont on discute, qui est la Charente-Maritime et les littoraux ici, ne sont pas une identité industrielle, on a une identité artisanale, touristique, donc ça ne s'inscrit absolument pas dans le territoire, et en plus, on est dans des zones sensibles au niveau environnemental. Pourquoi ne pas avoir franchement arbitré en faveur d'un abandon ou d'un déplacement? Et alors, une simple opinion, et je finis là-dessus, pour arbitrer entre l'abandon et le déplacement, vous évoquez toujours dans le rapport une frange parmi les participants qui souhaitent que l'on rebatte les cartes en activant le levier de la sobriété. Il se trouve que je fais partie de cette frange qui, je pense, est bien plus grosse que ce que le rapport peut laisser penser. Je pense qu'il n'est pas acceptable en fait, de déployer des projets pour produire de l'énergie au nom de l'environnement, quand bien même cette énergie est renouvelable, de produire de l'énergie au nom de l'environnement tout en n'ayant rien fait pour limiter le gaspillage d'énergie et la transition d'usage d'énergie fossile à l'électrique. Vous le mentionnez très brièvement dans le rapport, mais l'enjeu, il est là, en fait, c'est qu'on a des usages, tout simplement dans nos industries, dans nos transports, qui sont avec des énergies fossiles et qu'il faut transiter à de l'électrique. Cette transition-là n'est pas du tout avancée et on parle de produire davantage d'électricité. C'est un non-sens complet et pour moi, ça participe d'une opinion qui va vers l'abandon pur et simple de ce type de projet. Voilà. Globalement, je trouve que le rapport a bien retracé pas mal d'oppositions, mais voilà, je trouve que 15 000, ce n'est pas satisfaisant et que le chapitre 7, vous parlez de 30 km, ce qui est bien en deçà ou bien à côté, en tout cas, des enjeux d'opposition dont vous avez pu voir l'étendue.
dans le débat. Voilà, c'était du coup ma question et mes remarques. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci, monsieur. Je n'ai pas d'autres demandes de parole qui apparaît dans le fil de discussion, ni dans le fil sur les participants. Je donne la parole à Francis. Alors, on est un cadrage qu'on aurait dû vous préciser, la réunion 18h, 19h30. Alors, on avait commencé avec quelques minutes de retard, donc on va un peu déborder, mais on s'achemine tout doucement vers la conclusion. Francis, est-ce que tu voudrais répondre de manière un peu générique aux différentes interpellations, sans vouloir répondre nécessairement et malheureusement à toutes les questions, hein. Certaines questions sont sur les éléments de fond, et comme je vous l'ai précisé, le débat est terminé. Donc, et puis la commission n'a pas vocation à répondre sur les éléments de fond. Plutôt, les remarques ont été faites, adressées à la commission, tout en sachant que la réponse du maître d'ouvrage, elle interviendra avant le 28 juillet. Donc, lui pourra la répondre plus clairement sur le fond. Je précise, M. Voss était présent dans la visio, donc il a enregistré les questions. Il pourra, je pense, y répondre quand il y aura la réponse du maître d'ouvrage. Francis. Oui, bon, moi j'ai pris des notes pour toutes les interventions que vous avez faites. Alors, pour nous, le débat, il est terminé. Ça veut dire que la réunion de ce soir va être transcrite, elle va être portée sur le site, et je pense que les observations que vous avez faites, notamment vous, Monsieur Nicolas, elles seront à la disposition des garants de la concertation post-débat public si, en effet, l'État décide de ne pas abandonner son projet. Voilà, donc ça veut dire que vos observations ne sont pas perdues, finalement, puisqu'il y aura une continuité. Si l'État, je le redis toujours bien, prend la décision de poursuivre son projet au large de la Charente-Maritime, et évidemment, ce sera à la disposition des garants pour servir au démarrage de la concertation post-débat public. Donc, c'est un petit peu la seule chose que je peux dire. En revanche, une partie des questions que vous avez soulevées, les uns et les autres, l'une et les autres, puisqu'il y a Marie-Dominique Montbrun, s'adressaient finalement aussi au service de l'État, bien entendu, qui les a enregistrées et qui va s'en servir évidemment pour profiler, si je puis dire, sa réponse au mois de juillet. Alors, simplement une remarque que vous avez faite, monsieur Nicolas, sur le nombre de gens qui se sont manifestés. En effet, on peut faire la remarque que vous faites. Nous, de notre côté, on s'est dit, il faut qu'on informe le plus de monde possible. Ensuite, on ne va pas aller chercher les gens pour qu'ils participent au débat. Ils viennent s'ils ont envie de venir. Et c'est vrai que le partenariat qu'on a passé avec le journal Sud-Ouest, qui est fort lu, avec une émission de télévision, de TV7 aussi, où la directrice de l'énergie, Sophie Mourlon, et moi-même, on a présenté finalement les termes du débat. On a eu 2 suppléments de Sud-Ouest, et même dans la restitution là, du rapport et du compte-rendu, tout le monde ne va pas sur Internet passer du temps pour lire tout ça. On a rédigé les 8 pages qui ont été présentées, 50 000 exemplaires ont été distribués. Alors effectivement, c'est moins que la population de Charente-Maritime, nous sommes d'accord. Mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'on a fait cet effort pour attirer des gens. Et on a visé aussi tout particulièrement, comme ça vous a été rappelé tout à l'heure, et puis c'est dans le rapport aussi par Denis Cuvillier, la jeune génération. Parce que finalement, en 2030, je ne sais pas très exactement où je serai, j'ai 72 ans, c'est la génération montante qui est quand même concernée par cette politique publique de l'énergie pour les 30 ans qui viennent. Voilà, on a fait ce travail-là pour saisir ces populations-là, pour tenter de les faire venir dans le débat. Le résultat peut être jugé faible, mais je pense qu'on a fait cet effort. Évidemment, ensuite, il y a les questions de disponibilité qui se posent à peu près pour tout le monde. Ouvrir ce débat aussi à la jeune génération, ça, c'était quoi notre objectif? C'était de permettre à chacun d'affronter la complexité des problèmes qui sont posés. Et complexité que vous avez vous-même soulevée avec la collection de petits problèmes qui s'enclenchent les uns dans les autres et qui font qu'effectivement, on est devant des
situations que vous présentez comme à peu près inextricables, finalement. Voilà. Alors, tout ce qui a été dit ce soir, en effet, sera versé si le débat est suivi d'une concertation post-débat public, ce sera versé à cette concertation pour servir peut-être de point de départ, tout simplement. Voilà, donc merci à tous. Je vais redonner la parole à Chantal Joanneau, peut-être pour un mot de conclusion, mais auparavant, je voudrais profiter de tous les gens qui sont là pour dire qu'en tant que président de cette commission, j'ai travaillé avec plaisir avec les membres de la commission et avec le secrétariat général. Voilà, donc je m'associe aussi aux remerciements que vous avez formulés pour le travail que nous avons accompli. Chantal, je te laisse peut-être la parole pour clôturer cette réunion. Merci. Merci Francis. On clôture la réunion, on ne clôture pas complètement finalement le débat public puisque, comme tu l'as rappelé, le temps maintenant important, c'est avant le 29 juillet, le moment où les décideurs, puisque c'est l'État RTE, vont répondre aux enseignements du débat, dire ce qu'ils en ont retenu. Et la CNDP va émettre un avis, non pas sur le contenu de cette réponse, parce qu'on n'en a pas le droit, mais sur sa complétude. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vraiment bien répondu à toutes les questions posées, à toutes les propositions et recommandations qui ont été faites. Nous, on est les garants du fait que votre parole, elle a été entendue, elle a été prise en compte et que l'État, effectivement, va répondre à toutes vos propositions. Donc, c'est vraiment ça notre rôle. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas dire, on n'émet pas un avis, on n'a pas le droit, parce que j'ai entendu une intervention tout à l'heure, donc on n'émet pas un avis, on n'a pas le droit de dire on fait ce projet, on ne fait pas ce projet, on doit le faire, on ne doit pas le faire. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment de retranscrire ce que vous dites, en tout cas toutes les personnes qui ont participé au débat, et de la même manière qu'on ne qualifie pas ce que vous dites. On ne dit jamais une majorité des personnes pensent que ou une minorité pense que. On dit voilà, c'est des arguments qui se sont exprimés dans le cadre de notre débat pour aussi une raison simple, c'est qu'on n'est pas un sondage d'opinion. Ce serait simple de faire du chiffre, je voudrais intervenir sur ce point, ce serait vraiment simple de faire du chiffre, on sait tout à fait comment le faire, d'ailleurs d'autres l'ont fait avant nous, avec des petits sondages, des likes, c'est hyper facile, mais en fait ça n'apporte rien. Et à ce stade, et c'est important effectivement qu'on aille vraiment sur le fond, et ça a été plutôt réussi. Donc le temps fort maintenant, c'est avant le 29 juillet. Et comme l'a rappelé Francis, si jamais le projet se poursuit, ça c'est la décision de l'État, alors nous, on ne s'arrête pas là, on continue à veiller à ce que vous ayez toutes les informations, à veiller à ce que vous puissiez continuer à participer pour peser sur la décision jusqu'au moment de la décision finale. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Il est 42, Francis. Merci Chantal. Merci. Et puis, merci pour votre présence à toutes et tous. Et puis, eh bien, alors peut-être courant juillet. Nécessairement. Alors, pas peut-être, nécessairement. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.